Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 7e épisode de la saison 8 de Vue du banc, épisode consacré majoritairement à la victoire de la France 1-0 face à l'Allemagne, où on dira en fin d'émission un petit mot de la victoire du Portugal 3-0 face à la Hongrie. Avec moi, comme d'habitude, Raphaël Cosmidis. Salut Raphaël. Salut Christophe Et Kuchli. Florent Tognuti. Bonjour Florent. Salut Christophe. Bonjour, alors que nous sommes techniquement le soir après cette victoire française 1-0, un seul but marqué par Mats Hummels contre son camp, dans son propre but à la 20e minute. Je vais donner les compos tout de suite, tant qu'à faire. Tant que c'est chaud. Lloris dans les buts, défense Pavard, Varane, Kipembe, Lucas Hernandez, milieu Pogba, Kanté, Rabiot et devant Griezmann, Benzema, Mbappé, côté allemand, Neuer dans les buts, Ginter, Hummels, Rudiger derrière, Kimmich, Gosens, les pistons, Gundogan et Kroos au milieu, et devant Havertz, Gnabry, Müller. Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Est-ce que c'était conforme à ce que tu imaginais? Je t'avoue que moi, globalement, oui. À la fois dans le score, le rapport de force, le scénario, les forces-faiblesses. Alors, il y a toujours évidemment deux trois surprises, hein, tu peux jamais prévoir tous les niveaux individuels, mais globalement, c'est à peu près à ça que je m'attendais. Est-ce que c'était ton cas aussi? Oui, surtout sur la première période, parce que la première période, on a vu une équipe d'Allemagne qui a occupé le terrain comme elle a l'habitude de l'occuper, donc c'est-à-dire avec ses trois joueurs entre les lignes, Müller, Gnabry, Havertz, et les pistons sur les côtés, donc Gosens et Kimmich, avec un Kroos qui décroche dans sa zone habituelle pour orienter et renverser si besoin, des centraux qui essaient de prendre des initiatives balle au pied. On pourra reparler de leur passe verticale réussie ou interceptée. Une équipe de France qui était, elle, dans son projet habituel contre des grosses équipes qui sont capables de ressortir et de relancer. C'est-à-dire qu'on va pas aller chercher très très haut. On va attendre en bloc médian et si on n'arrive pas à tenir le bloc médian, ben on va finir en bloc bas. Et puis on a quand même vu pas mal de séquences de construction, de possession de la France avec une Allemagne qui n'était pas dans un projet de pressing total, en tout cas sur la première période. En deuxième, ils ont eu plus le ballon. D'ailleurs, je crois que la possession s'est aggravée en deuxième période pour l'équipe d'Allemagne, mais en première, ils ont quand même eu des séquences sans ballon. Et on a pu voir la France manœuvrer avec un petit peu de temps pour les centraux, avec une Allemagne qui avait du mal à empêcher les Français de trouver des combinaisons en partant des côtés. Donc ouais, c'était assez conforme. Les faiblesses et les forces étaient identifiées, parce que c'est quand même des équipes qu'on connaît bien et qui ne changent pas non plus de principe tous les ans. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être les deux équipes où les coachs sont en place depuis le plus longtemps du tournoi, ou en tout cas pas loin, parce que il faudra que j'en fasse toutes les sélections, et là je les ai pas toutes en tête en plus, mais Le est là depuis après 2006 et Deschamps après 2012, donc ça fait quand même pas mal de temps, et tu sens quand même des certitudes des deux côtés, avec, on pourra parler des individualités, mais par contre un différentiel vraiment sur les qualités d'explosivité et même de dribble et d'élimination pour la France. Florent, on va faire ça par ordre chronologique, donc commencer par l'entame de match, les plans de jeu vraiment au sortir des vestiaires, voir un petit peu quelles ont été les consignes du coach au moment où elles sont encore fraîches dans les esprits. Et est-ce que tu peux me dire simplement la façon dont s'animaient les deux équipes? Parce que je t'avoue que moi, je vais pas dire que je comprenais pas, mais en fait, ça désonnait, ça fait changer un peu les positions, les marquages, etc. Et au début, j'avais un petit peu de mal à savoir est-ce que la France avait vraiment un système bien identifié ou alors est-ce que certains joueurs étaient vraiment totalement libres? Ça bougeait pas mal. Je pense qu'on peut essayer de décortiquer ça en prenant des zones et des joueurs clés et des compensations qui devaient être faites derrière eux ensuite. Pour moi, s'il faut focaliser, s'il faut partir d'un point de l'affrontement et du rapport de force entre les deux équipes, sur la première mi-temps, c'est Pogba par rapport à Toni Kroos. Pogba est sorti très souvent très haut sur Toni Kroos. Et de l'autre côté, Kanté aussi on a fait de même sur Gundogan. C'est presque Rabiot qui était le milieu le plus reculé côté français, tout en étant pourtant pas numéro 6, mais un peu excentré. C'est lui qui a joué le plus bas, j'ai eu l'impression en tout cas. Et donc il y avait cette envie pour Pogba et Kanté de sortir harceler les deux milieux allemands, qui en ont d'ailleurs pas mal souffert. Et le truc, c'est que ce comportement de Pogba sur Kroos, s'il faisait reculer Toni Kroos, vu que les Français n'allaient pas non plus chercher haut, ça créait aussi des espaces dans le bloc français, entre les lignes, dans le dos évidemment de Pogba, où là tu avais des Allemands qui se montraient, c'est notamment Kai Havertz en première mi-temps qui
qui s'est souvent montré dans cette zone pour offrir une solution entre les lignes. Mais c'est vrai que derrière, au-delà de cette première passe qui est passée quand même assez régulièrement, il y a eu derrière une vraie maîtrise de la défense française pour contrôler ce qui se passait dans les 20-25 derniers mètres. Ce qui fait que le bloc médian français se faisait transpercer, mais derrière, ça se heurtait à Varane qui a été excellent pour couper certaines trajectoires, à Kimpembe qui était plus dans le duel, mais qui a été pas mal aussi, à Rabiot qui a été précieux aussi en début de partie, même tout le match sur le plan défensif. Donc voilà, sans forcément rentrer en effet dans le système, l'affrontement des deux systèmes de jeu, parce que c'est vrai que côté français, ça a pu prendre plusieurs formes. Je pense que l'important, c'est cette histoire de Pogba-Kroos, de Kanté-Gundogan, et des compensations et de ce qui se passait autour de ces duels-là. Raphaël, est-ce que tu es d'accord? Après, oui, bah oui. Mais souvent, il faut être d'accord avec Florent, hein. C'est plus facile d'avoir raison quand tu es d'accord avec lui. Mais on va dire, en gros, est-ce que ça influe sur le résultat ou est-ce que ça influe sur le rapport de force, cet aspect-là, c'est-à-dire, parce que parfois j'avais l'impression que l'Allemagne faisait entre guillemets mieux les choses sur certaines zones, mais au final, même si tu les faisais mieux, ça n'impactait pas du tout le résultat parce que c'était, en gros, voilà, ça te faisait gagner 5% de possession ou ça te faisait aller dans des zones plus intéressantes, mais au final, ça changeait rien, alors que vraiment les prises de décision françaises, c'est-à-dire typiquement Pogba qui gagne son duel, là, ça créait des décalages qui, eux, pouvaient amener des occasions de but, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, tous les différentiels ne se valaient pas du tout selon les équipes. Bah, ça s'est vu sur le but de la France, en tout cas, avec toujours cet espace entre Gosens et Kroos, qui est quand même un espace un peu particulier, parce que Gosens, c'est pas le meilleur joueur en phase défensive comme ça, surtout quand tu es sur un bloc médian qui attend, ce qui était le cas de l'Allemagne sur certaines séquences. À l'Atalanta, il fait que de lundi où il va sortir sur le mec et l'agresser. D'ailleurs, il a été assez agressif sur pas mal de moments, il a commis plusieurs fautes comme ça. Et puis t'as Kroos qui, alors en plus, généralement, est couvert par Casemiro, et là n'a plus non plus le côté athlétique qu'il avait en tout début de carrière. Donc dès que ça va dans sa zone, et ça s'était vu, alors c'était pas lui, hein, c'était dans l'axe, mais ça s'était vu dans la zone Goalsense déjà contre le Danemark en amical, où Eriksen avait été souvent trouvé dans cet espace-là. D'ailleurs, il y avait un article sur Coparena qui identifiait un peu cet espace-là, et c'est là que la France a déclenché l'action de son seul but. Et ça s'est vu encore. Je crois que le milieu, c'était Kimmich et Neuhaus contre le Danemark. Alors après, le match contre la Lettonie, il n'y avait rien à dire sur le plan défensif, parce que la Lettonie ne savait pas déjà faire des passes. Donc c'était compliqué d'aller dans le camp adverse sans faire des passes. C'est quand même réussi à marquer. Mais là, la France, ouais, la différentielle Pogba-Kroos. Et il s'est même vu sur un moment où c'est un des rares moments où la France va presser haut. Et je crois que Pogba est sorti très haut, que Kanté est en couverture, et il sort tellement vite sur le temps de passe que Kroos perd le ballon sur une passe alors qu'il est très 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 loin au départ. Il faudrait que je retrouve la séquence. Et le comparatif que Flo a fait sur Twitter entre l'affrontement de Chelsea City en Ligue des Champions et celui-là à l'Euro est assez vrai, je trouve, sur le profil des milieux. D'ailleurs, Kanté et Gundo se sont affrontés pour la deuxième fois en quelques semaines. Et hop, moi j'allais y aller. Et justement, ouais, pour rebondir là-dessus, quand tu vois le comportement de Toni Kroos sur Pogba quand Pogba sort sur lui, ça peut rappeler aussi, tu vois, comme le disait Raph, j'ai fait le parallèle entre la finale de Ligue des Champions entre Chelsea et City et ce France-Allemagne, mais tu peux aussi faire le parallèle sur la demi-finale entre Chelsea et le Real Madrid, où c'était Kanté qui allait agresser Kroos. Et entre les deux matchs, ça avait poussé Zidane à essayer d'inventer quelque chose pour permettre à Toni Kroos de jouer, d'avoir de l'espace et un peu d'influence sur le match. Donc il y a vraiment une histoire entre les milieux français, en gros, ou en tout cas Kanté, et les milieux allemands qu'il a croisés en Ligue des Champions, qui s'est répété un petit peu sur ce match. Et à la mi-temps, c'était sur le plateau de beIN Sport, Arsène Wenger qui disait, pour aller aussi dans ce sens, que tous les duels 50-50, ça tournait à l'avantage des Français. Et c'est vrai que sur le plan de la vivacité, Kanté, Pogba, et tu peux même ajouter Rabiot, face à Kroos et Gundogan, bon, il n'y a pas match, ce qui fait que même dans les situations, tu vois, un petit peu d'urgence, où le milieu français était éliminé, la défense française venait de couper l'action parce que Varane venait mettre une tête ou couper une trajectoire, voilà. Dans la foulée, au rebond, c'était quasiment toujours un Français qui était là pour récupérer la balle. Et du coup, tu pouvais écarter le danger et éviter d'être pris par les Allemands de cette façon-là. Mais il y a une autre comparaison, je pense, qui peut être faite, mais elle est assez logique, c'est par rapport à ce que la France avait fait contre l'Argentine en 2018, où en gros Matuidi avait le rôle que Rabiot a eu ce soir.
d'être Oui. assez resserré, de couvrir limite les deux autres. Kanté s'occupait. Il était pas mal sur Messi aussi. Tu avais Kanté Matuidi qui s'occupait de Messi et tu avais Pogba qui était sur Banega. Et finalement, c'était un peu pareil parce que Banega et Oui. Kroos ont tendance à évoluer dans la même zone, un peu axe gauche, demi-espace gauche. D'ailleurs, il avait fait assez mal à Banega dans mon souvenir sur le match Pogba. Ça avait été assez douloureux pour l'Argentin. Et là, la première période, alors Kroos est beaucoup mieux en deuxième, mais la première période est vraiment, vraiment dure pour lui sur pas mal de plans. Et d'ailleurs, sur le but, tu vois toute la créativité de Pogba, ce joueur qui est quand même créatif, il faut le dire. Et le début de la deuxième période, pardon Christophe, après je te laisse. Non, Et le début de la deuxième période aussi est un petit peu difficile pour lui. Je sais pas si tu vois l'action où Pogba lui met une première touche, un contrôle orienté et démarrage quand Kroos est au pressing, qui fait aussi un petit peu mal sur le plan visuel, on va dire. Il me semble qu'il l'élimine aussi à un angle de la surface, angle droit de la surface, là, un peu comme à l'opposé de ce qu'il avait fait en 2016, en demi-finale, où il élimine, je crois, Mustafi comme ça. Il élimine et il centre derrière. Mais ouais, après, on va en parler, je pense, de Pogba, mais il est en train de faire un enchaînement en équipe de France de compétition qui a rien à envier à pas mal de mecs des générations 98-2006. Quoi. justement, tu as bien raison, le mot-clé étant, on en parlera après. Ce qui m'a pas mal surpris, disons, je m'attendais pas à autant de passes intérieures en début de match de la part de l'Allemagne, Raphaël. Je sais pas Ouais, si tu t'es fait la réflexion aussi, mais je me suis dit, tiens, ils ont pas peur d'aller dans cette zone, alors que si tu la perds, ça peut être compliqué. Et ça aurait pu fonctionner. C'est un truc qu'ils ont, j'ai l'impression, surtout fait sur les 20-25 premières minutes, plus trop ensuite, et un peu à nouveau en fin de match avec Emre Can. ouais. Mais ça aurait pu être une approche aussi. Après, c'est qui tout double. C'est-à-dire, si tu rates cette passe-là, vu le type de joueur et les zones de récupération de la France, ça peut partir très vite dans le sens. Ouais, ils ont essayé pendant, je pense, 30-35 minutes en première période. Et après, en deuxième mi-temps, ils ont fait beaucoup, beaucoup de renversements. Kroos-Kimmich, je pense, est peut-être la passe la plus souvent tentée en deuxième période. Enfin, j'exagère, ça doit être une passe entre Hummels et Rudiger, la passe la plus tentée, mais bon, dans le camp adverse, ça devait être ça. Et puis, ouais, tu l'as dit à la fin, Emre Can avec du jeu entre lignes. Mais oui, c'est étonnant parce que c'est quand même à partir de récupération axiale que la France a construit sa victoire en Coupe du Monde 2018. C'est aussi là que tu peux craindre le plus le fait que Pogba, Kanté récupère le ballon et que ça lance rapidement Mbappé dans la profondeur. En plus, maintenant, tu as Benzema qui peut se connecter à lui, s'appuyer sur lui. Je pense que la France a été moins forte dans ce domaine aussi parce qu'en première, Griezmann n'est pas aussi juste qu'il y a 3 ans. Il perd quelques ballons comme ça, des ballons de transition où il avait été très bon, notamment contre la Belgique. Si vous vous souvenez du match contre la Belgique, où il avait été excellent, notamment avec Pogba, sur des petites déviations, des appuis remises à l'intérieur à la récup, et derrière, ça avait fait mal. Et on n'a pas vu la passe à Pogba-Mbappé qu'on avait vu contre la Belgique d'ailleurs en 2018, qu'on avait vu contre l'Argentine, qu'on avait vu contre la Croatie, qu'on a vu récemment en amical contre la Bulgarie. Celle-là, on l'a pas vu. Mais on a vu les récupérations axiales, en tout cas, notamment grâce aux centraux qui sont bien sortis. Et c'est vrai que l'Allemagne l'a quand même tenté. Je pensais pas qu'ils la tenteraient aussi souvent. Ils se sont exposés, mais on n'a pas vu les courses qui auraient pu faire mal. À part finalement, alors je sais plus où le ballon est récupéré, mais le but hors jeu de Benzema, je crois que le ballon est récupéré peut-être axe ou axe gauche, et derrière ça part avec du jeu à une touche, où Griezmann d'ailleurs est très bon sur la séquence. Et c'est vrai que c'était un truc que tu pouvais te dire, c'est l'Allemagne va pas chercher intérieur parce qu'ils savent que c'est de là que ça va partir côté français. Ils l'ont quand même fait. Et d'ailleurs, la dernière grosse situation de l'Allemagne, c'est Emre Can qui claque une super passe intérieure pour le Sané qui aurait pu permettre d'égaliser derrière. Florence. Après, ils l'ont, pardon, décidément, ils l'ont fait aussi parce qu'il y avait la place. Ce que je disais tout à l'heure, il y avait la place quand même. Quand tu vois Havertz, les espaces qu'il a pu avoir dans le demi-espace droit, du coup, dans le dos de Pogba, il y avait quand même une zone à attaquer, une zone à exploiter à partir du moment où tu pouvais claquer la passe. C'est quand même difficile de t'en empêcher quand tu as une telle ouverture, je pense en tout cas. Après, c'est vrai que à l'inverse, on a très peu vu, mais en même temps, il n'y avait pas forcément les profils pour. On a très peu vu l'Allemagne qui veut contourner par Gosens. Par exemple, ça aurait pu être Kimmich aussi, qui contourne par Gosens et qui cherche ensuite dans le dos de Pavard. Ça, on l'a vu en tout début de partie, mais ça s'est très peu répété derrière. Mais il faut dire qu'avec Müller et Gnabry, c'est pas forcément les profils les plus, même si Gnabry peut le faire peut-être. Mais tu vois, t'aurais mis Werner et Sané. Je pense que tu aurais plus souvent contourné. Werner le fait sur un de ses premiers appels, je crois. Où ça part possible, vite côté gauche et il part dans le dos de Pavard et Varane le gère. Le souci pour Werner, c'est que là, il est tombé sur un mec qui pouvait lui répondre en vitesse aussi, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu.
Mais pour le coup, c'est pas faire la même chose qu'attaquer le dos de Ruben Dias ou Stones. Petit quiz, messieurs, peut-être que vous avez vu la stat. Quel est le meilleur passeur de l'équipe de France et combien de passes a-t-il tenté? Ce soir, Ouais. le meilleur Ouais. passeur? Enfin, celui qui en a fait le plus en volume. Je dirais que ça doit être dans le triangle Varane, Pavard, Kanté, là, qui a souvent eu le ballon, mais je suis pas forcément identifié un des On va trois, pas je sais pas. passer non plus 3 jours, hein, donc Je dirais. Non, moi, je t'aurais dit Pogba, là, oui, comme ça. Pogba Mais 52 Ah ouais, quand même. devant, Ah, ça, c'est devant impressionnant. Kanté Ça, pour 51. le coup. Et pour Ah, l'Allemagne, donc Pogba 52 pour la France. L'Allemagne, combien à peu près le chiffre, le joueur? Kroos, Ouais. 84. Florent, un chiffre? ouais, peut-être un peu plus que 84, 90, 92. Kroos dans ces eaux-là. 107. Ah oui, Avec d'accord. 13 Ok. passes longues et 13 passes longues réussies. Donc les fameuses transversales pour les contrôles de Kimmich qui ensuite balançait en ses centres, puisqu'il a 7 centres. Des actions très jolies esthétiquement, mais bon, qui n'ont pas forcément amené grand-chose. Florent, est-ce que tu vois une filiation en tout cas? Est-ce que pour toi, les matchs de prépa ont eu un intérêt sur le plan tactique par rapport à ce qu'on a vu ce soir? Ou est-ce que si on débute la compétition là sans avoir eu une match de prépa, tu as globalement le même rendu? C'est-à-dire que voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu être perfectionnées sur les semaines précédentes ou alors tu as juste vu des plans spécifiques du Pogba dans la zone de cross, des joueurs offensifs qui essayent de se trouver mais qui sont tous un peu dans leur registre et donc du coup le fait de se dire bah, il y aura peut-être encore un plan différent face à un adversaire différent et pas une identité de jeu française semaine après semaine. Oui, je pense qu'on est plus sur la deuxième possibilité. Je suis pas sûr que Deschamps ait tiré des enseignements après Pays de Galles, après la Bulgarie, du coup, j'allais oublier qui était le deuxième adversaire, pour affronter l'Allemagne. À part peut-être se rassurer sur le fait que Griezmann, Mbappé, Benzema peuvent jouer ensemble et peuvent combiner. D'ailleurs, ils se sont cherchés un petit peu sur certaines séquences où la France pouvait garder la balle. Raphaël évoquait tout à l'heure le fait d'aller construire sur les côtés. Il y a eu des mouvements à 2, à 3 qui étaient plutôt intéressants. Alors, je ne sais pas s'ils ont été tous les trois ensemble à un moment donné, mais je vois Benzema, Mbappé combiner côté gauche à un moment donné en Ouais. première mi-temps, par exemple. Mbappé a vraiment joué côté gauche, hein, pour le coup. Tous ses Ouais, ballons, c'était vraiment faux pied, quoi. c'était Do Kimmich et Do Ginter, quoi, la recherche. Mais voilà, après, oui, je crois que c'est avant le match, Joachim Löw disait que la France était la meilleure équipe du monde pour s'ajuster à son adversaire et s'adapter. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Et s'il faut peut-être trouver des enseignements. Alors, s'il y a peut-être un truc, c'est sur le but, c'est la diagonale vers le latéral, laissé libre. Hein, où c'était des choses qu'on avait vues face au Pays de Galles notamment, où Pavard et Hernandez, puis Digne en deuxième mi-temps, étaient très actifs et étaient souvent montés et étaient souvent disponibles à la finition sans être souvent touchés. Et là, en l'occurrence, une des rares fois où la France est en position de mettre son latéral, justement de le lancer près de la surface, il y a l'appel, il y a la passe qui arrive au bon moment. Donc, tu as peut-être ça, ouais, sur le but, pour le coup. C'est quelque chose qui aurait pu être plus exploité sur les matchs de prépa. Et là, sur une des rares fois où il fallait le faire, ça a été fait. Mais d'ailleurs, le ratio montée-action décisive de Lucas Hernandez en Ouais, équipe de France, c'est n'importe quoi. Hein. c'est Le assez mec monte impressionnant. Ouais. 5 fois par tournoi, 5 fois il y a une action marquante. Parce que le gars, on l'a vu une fois dans le camp adverse, enfin dans les 30 derniers mètres adverses. Et il fait l'appel dans le super timing, il vise la bonne zone. Ça, c'était assez bon. Et je me demande par contre si on verra le losange vraiment dans le tournoi. Peut-être contre la Hongrie, mais parce qu'à un moment ça disait ouais la France va jouer en losange contre l'Allemagne. C'était pour moi un truc absolument inconcevable de jouer contre C'était un losange contre une équipe qui va t'attaquer comme ça en renversant des côtés. Ça me semblait improbable et Griezmann n'a jamais joué en 10 d'ailleurs sur ce match. Oui, mais je pense de toute façon que le losange, c'était un point de départ pour ensuite se déformer et qu'en fait, Deschamps s'est rendu compte qu'il valait mieux se déformer quitte à parfois prendre cette forme du losange, hein, mais je suis pas sûr. Encore une fois, moi, je suis pas du tout un fan du losange, à partir du moment où tu presses pas. Et je pense que dans ce tournoi, c'est pas forcément là-dessus que sur on va dire, la direction qui va être prise par l'équipe de France. Mais Florent, du coup, ce que tu disais, je trouve ça intéressant dans la mesure où finalement, il faudra pas qu'on se dise match après match
ah, l'équipe de France progresse sur ci ou sur ça. Alors bien sûr, il y a peut-être des ententes, notamment sur le trio offensif, qui n'a pas forcément l'habitude de jouer ensemble, ou voilà, il y a peut-être des déplacements, des relations qui vont un peu se nouer. Mais sinon, ça veut clairement dire qu'il ne faut pas attendre une montée en puissance dans tel ou tel domaine et le perfectionnement d'un système de jeu. Peut-être que contrairement à 2018, où tu avais quand même ce système asymétrique, où finalement, sur la phase finale, ça bougeait plus, on sera peut-être amené à avoir de match en match des adaptations, alors peut-être à la marge, mais des adaptations quand même sur ne serait-ce que l'articulation entre Kanté et Rabiot, par exemple. Oui, c'est ça. Il va y avoir une progression peut-être, en effet, comme tu le dis, de certains joueurs, de certaines complémentarités. Mais quand tu vois le match d'aujourd'hui, que tu vois sur ce qui s'est passé sur les phases sans ballon, etc., tu peux aller jouer la Hongrie avec les mêmes. Ça devrait pas trop mal se passer, je pense, parce que avec ballon, surtout face au 5-3 de Hongrois, si ça combine sur les côtés, il y a de quoi leur faire, il y a de quoi leur faire mal avec les jeux à 3 qu'on avait pu faire, qu'on avait pu voir, notamment à droite avec Griezmann, Pogba, Pavard, à gauche avec Rabiot, Benzema, Mbappé. Donc oui, oui, il y a de quoi faire, mais c'est sûr que l'identité de la France est une identité mouvante, on va dire, mais c'est peut-être la meilleure des choses pour elle, c'est-à-dire elle peut s'adapter à toutes les situations et elle peut être bonne surtout dans beaucoup de situations. Voilà. Raphaël, alors c'est un commentaire très général, mais tu as été impressionné par l'équipe de France ce soir? Parce que si on se balade un petit peu sur Twitter, même regarder les journalistes étrangers, tout le monde dit oui, la France assume son statut de favorite. Et Florent nous avait donné les chiffres avant de préparer l'émission. Je crois que c'était 1,3 à 0,3 au niveau des expected goals, quelque chose comme ça, pour l'Allemagne. Ouais, alors je les ai tout de suite sous les yeux, le temps que ça charge, j'en ai pas pour longtemps, c'est 1,10 à 0,3 Voilà. exactement en faveur de On l'Allemagne. sait très bien qu'à l'échelle d'un match, Et c'est toujours particulier, qu'il y a des histoires de hors-jeu, etc. Mais mine de rien, voilà, la France ne termine pas à 3 à 0,2. Donc du coup, Raphaël, est-ce que tu penses que là, c'est les statistiques qui se trompent ou est-ce que c'est l'œil? Parce que j'ai vu certains tweetos, data, notamment anglais, dire bah là, il y a un vrai écart entre ce que disent les statistiques, parce que même sur le nombre de tirs, le nombre de récupérations, en fait, il y a le pourcentage de duels gagnés qui est un peu dans l'autre sens, mais sinon, sur tous les chiffres, l'Allemagne était plutôt devant. Est-ce que, mine de rien, tu restes quand même convaincu ou pas que la France était en contrôle de ce match-là et que c'est vraiment positif pour la suite? Alors, il y a un chiffre que j'ai pas, mais que peut-être que Flo a, ça va être compliqué de l'expliquer, mais on le dit souvent comme ça au passage, on ne sait pas si on le précise, mais c'est les non-shot XG, donc c'est les situations, on va dire, si on devait définir, c'est pas forcément les occasions, parce qu'il n'y a pas de tir, mais les situations. Et là, on peut en citer plusieurs, parce qu'il y a celle donc où le but de Benzema est hors jeu, mais quand Pogba se retrouve en position de lancer Mbappé dans la profondeur, c'est déjà une situation dangereuse. Il y a celle où Mbappé passe devant Hummels, il se retrouve dans la surface à deux doigts de pouvoir aligner Neuer en 1 contre 1. Donc tu vois, ça c'est déjà des situations que tu as pas là dans la stat brute du XG, mais qui sont il y a quand le même but, intéressantes. il y a le but, vu que c'est un Oui, il y a le 16. but, c'est Le vrai. but n'apparaît pas, alors que s'il n'y a pas Hummels, sur la route, ça fait une Oui, occasion à 0,5 ou zéro. 0,6 pour Après, Mbappé, quoi. si tu as un Ouais, voilà, c'est défenseur ça. qui sait Donc, défendre, il dégage la balle ailleurs que dans son but, il n'y a pas de tir Aussi, non plus. Mais j'entends tout à fait aussi. le fait que ça soit quand même une situation un peu d'urgence pour le défenseur. ouais, donc voilà sur l'aspect stat dans un premier temps. Je pense qu'il y a une impression vraiment positive parce que tu souffres quand même beaucoup moins qu'en 2016. Dans mon souvenir, en 2016, on était quand même beaucoup plus paniqué pour la France qu'on l'a été sur ce match-là. Alors, il y a plein de raisons derrière tout ça. On va pas revenir et faire un débrief de la demi-finale de 2016. Mais la France a semblé défensivement beaucoup plus sûre dans la gestion à la fois des joueurs entre lignes et des pistons sur les côtés que ça avait été le cas il y a 5 ans de ça. Donc je pense que c'est déjà cet aspect-là. Le fait que tu as quand même pu avoir par séquence en première période assez de temps pour construire, et ça dépend aussi de l'Allemagne qui n'est pas dans un projet de pressing total, parce que je pense que physiquement et tactiquement, elle n'en est pas encore capable. Donc il y a peut-être ça. Après, dire que la France a été dominatrice ou supérieure ou a contrôlé l'ensemble du match, je pense que c'est faux. Il y a deux équipes de bonne qualité qui se sont rencontrées, une qui est très difficile à presser, et tu vois, là on dit que la France a joué bas, mais je suis pas sûr qu'une autre équipe dans la compète arrivera à presser l'Allemagne, peut-être l'Espagne, s'ils s'affrontent, mais puis encore, je sais pas. Qui aurait le ballon entre l'Allemagne et l'Espagne? L'Espagne, je pense. Tu penses? Ouais. Mais
Mais l'Allemagne lui laisserait Bah, peut-être je aussi. pense Enfin, sincèrement que l'Allemagne serait contente un jour de pas avoir le ballon et de pouvoir faire des transversales vers Werner, quoi. Après, ils sont pas ouais. Après, quand ils n'ont pas le ballon, il faut croire en Ginter, Hummels et Rudiger et Kroos, Gundogan pour. Enfin, tu peux choisir d'autres profils de joueurs aussi, mais disons qu'avec cette équipe-là, vaut mieux l'avoir Après, quand vraie même. question, je suis pas sûr que Rudiger fasse tout la suite du tournoi, hein. Enfin, il y a quand même une histoire de gros blanc, Luis Suarez sur Paul Mais, Pogba, où mais, il y a une vraie interrogation sur les suites disciplinaires à tout ça. mais je trouve que depuis qu'on le définit comme un catcheur, Flo, il ajoute à sa légende à chaque grand match. Il y a tout, il y avait le masque, maintenant il y a le geste. C'est, ouais, c'est... non, mais donc sur cet aspect-là, je pense que la France a été dans le même un peu projet, le même plan de jeu surtout. Elle a été bien meilleure qu'elle ne l'avait été en 2016 et que c'est pour ça que tu as cette bonne impression. Après, tu as le score qui change un peu toujours l'analyse parce que quand tu as gagné, tu as tendance à peut-être enjoliver les choses et quand tu as perdu, à les voir de manière plus dramatique. Mais ouais, c'est quand même un début plutôt positif parce que tu as su contenir une équipe qui reste parmi les deux meilleurs, je pense, avec l'Espagne, dans la capacité à te faire reculer et à te faire subir le jeu. Florent, est-ce qu'il y a une force allemande qui a mis quand même la France en difficulté et qui pourrait servir d'inspiration pour les futurs adversaires? Ou alors un truc que tu n'as pas forcément vu, mais où tu te dis, ah, là, l'Allemagne ne savait pas forcément le faire, mais alors peut-être pas le Portugal, hein, mais une équipe particulièrement sur la suite de la compétition pourrait se saisir de certaines opportunités. Tu vois, typiquement, je me pose la question de si tu as un vrai très bon numéro 9 en face, est-ce que ça change pas les choses? Alors après, c'est toujours pareil, hein, là, tu n'as pas ce grand numéro 9, mais du coup, tu as des joueurs d'interligne, etc., qui peuvent faire vivre le jeu. Donc, tu as d'autres profils, mais voilà, est-ce qu'il y a des mini signaux d'alerte pour la suite? Parce que forcément, là, il y a quand même un temps fort allemand de 25-30 minutes en seconde période. Peut-être que si tu as le même temps fort sur une autre équipe, il y a un peu plus d'occasions qui sont créées. Ouais, mais après, je t'avoue que je vois rien qui m'a... Enfin, il n'y a rien qui m'a particulièrement sauté aux yeux. Euh, et pourtant, par exemple, tu vois, face au Pays de Galles, quand les deux équipes étaient à 0-0, que les Français essayaient de sortir, essayaient de presser, on voyait sur les phases de bloc haut que c'était pas hyper convaincant côté français, et ça pouvait laisser des espaces dans le dos, le bloc était très étiré, bref, ça allait pas. À partir du moment où ils ont arrêté, où ils décident de ne pas faire bloc haut face à l'Allemagne et de laisser venir. Comme je disais, il y a eu ces séquences où à l'intérieur, ça laissait quand même des espaces dans l'interligne. Et heureusement, la défense a fait un très bon match individuellement, toute la ligne défensive. Il y a peut-être le match où il y en a un qui se rate. Et là, tu peux être en difficulté. Si un défenseur ne peut pas assurer la compensation derrière un milieu qui a été pris dans le dos, enfin derrière un ballon qui a fini dans le dos d'un milieu, parce que si le milieu sort, c'est peut-être aussi des consignes. Donc il y a peut-être ça. Après, c'est quand même un bon mélange sur le plan défensif, cette équipe, parce que en termes de complémentarité des postes, c'est-à-dire si t'es l'Allemagne, si tu veux les prendre dans l'axe, comme je le dis, tu peux aller dans le dos des milieux, mais pour l'instant, derrière, ça a assuré la compensation. Si tu veux contourner, que tu veux passer dans le dos du latéral, il y a un central qui peut sortir, et les deux centraux, Varane ou Kimpembe, sont capables de sortir au duel dans le dos du latéral et de dézoner, d'aller défendre côté. Et si tu décides de centrer, il y a jusque-là, en tout cas, une certaine capacité quand même à bien défendre la surface de réparation, tant grâce aux centraux que grâce au repli des milieux de terrain que sont Kanté, Pogba ou Rabiot. Donc il y a quand même un ensemble plutôt solide. C'est vrai que défensivement, à partir du moment où elle décide de faire bloc médian, voire bloc bas, elle est quand même assez difficile à prendre. Reste la question des coups de pied arrêtés, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait énormément de coups de pied arrêtés très bien tirés côté allemand ce soir. Je sais pas si vous en avez en tête. Parce qu'il y a eu quand même... Les corners de Kimmich n'étaient pas top, par exemple. Et il y a eu quand même 3 coups francs directs avec des fautes à l'entrée de la surface sur des situations d'urgence où ça aurait pu quand même donner des choses beaucoup plus dangereuses. Et finalement, il n'y en a pas un seul qui a été cadré pour, je crois que c'est Kroos 2 fois et Sané en fin de partie. Donc il y a ça aussi. Peut-être qu'avec un Enis Bardi, Christophe, côté allemand, ça aurait pu faire un partout. Mais c'est vrai que globalement, il y a eu des situations d'urgence. Le bloc collectivement n'est pas parfait. Mais ce soir,
tous les joueurs dans les compensations ont répondu présent. Il y en a pas un qui a été mis à la faute, même si on me dit plusieurs fois dans l'oreillette et dans les messages que j'ai reçus que Kimpembe a parfois été limite. Je vous avoue, j'ai pas fait trop attention à lui individuellement. Bah, il y a un duel à l'épaule, une grosse épaule contre Kimmich dans la surface là. Et il y a une sortie sur Müller dans la première période où Müller crie sur un duel et je pense que ça peut valoir un carton jaune pour Kimpembe. Mais le style de Kimpembe est tellement agressif sur le temps de passe qu'il s'expose un peu à ces cartons-là. C'est pour ça aussi, attention, je dis pas que Kimpembe est le niveau de Sergio Ramos, mais c'est aussi pour ça que Ramos a tendance à prendre beaucoup de cartons jaunes. Parce que quand il sort sur le temps de passe, il sort fort. Et quand tu te trompes et que tu es en retard, bah, tu as tendance à faire une grosse faute pour éviter d'être éliminé. Donc c'est vrai que Kimpembe, ça peut être le souci quand il défend un peu plus haut sur le Ce qui terrain. m'a fait marrer, Raphaël, c'est que parfois j'ai l'impression que certains joueurs déconnectaient à moitié de l'action. Et en fait, il y avait toujours un partenaire pour faire le sprint de repli. Même Mbappé en fait un, Benzema en fait 2, voire 3. Donc au final, Griezmann en fait 15. Griezmann. Ouais, mais ça, c'est le classique. Mais tu vois, il y a des fois, je fais putain, mais Pogba là-dessus, il est un peu lent. Et puis en fait, il y avait quelqu'un qui revenait. Donc c'est-à-dire que tu avais l'impression que parfois, il se faisait des alternances. En fait, c'était pas tout le monde était à 90-95% pendant le match. T'en avais un ou deux qui pouvaient parfois être un petit peu plus en détente. Mais sauf que bah, c'était tout de suite vu par un partenaire qui allait faire la course, quoi. Là, il y a vraiment un esprit de solidarité qui forcément dépasse un petit peu le cadre tactique. Parce que vraiment, à partir du moment où tu te fais éliminer mais où tu as un partenaire qui revient, bah, finalement, tu n'es pas éliminé, il n'y a pas de déséquilibre, quoi. Bah, là-dessus, il y a une séquence assez marquante. C'est quand Mbappé perd un ballon assez bêtement dans le camp adverse à, je crois, 35-40 mètres des buts et qui va chasser Kroos. Ouais. Bon, du coup, il le chasse pas longtemps parce qu'il y a une telle différence de vitesse qu'il fait 5 mètres et il l'a rattrapé. Il récupère le ballon et ça redonne une bonne séquence à la France. Et ça, c'est des séquences qu'on voit très très rarement au PSG. Alors aussi parce que le PSG est déjà installé dans le camp adverse, donc il n'y a pas besoin que Mbappé vienne faire la course de contre-pressing. Mais quand il l'a fait, tu te dis, ouais, d'accord. Entre lui, la mobilisation de Pogba, Griezmann qui fait une deuxième mi-temps, Sameto 2010 en fait, sa deuxième période, parce qu'il est vraiment pour le coup très très bas sur le terrain et il gère le piston, que ce soit à droite ou à gauche. Donc ouais, t'as senti que dans ces cas-là, c'est vrai que Deschamps a une capacité à faire accepter, à concerner des joueurs qui en club par exemple ne sont pas capables du tout de la même chose. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples dans cette équipe-là. Florent, les individualités. Alors, il y a forcément, on va parler de Pogba. Est-ce que tu veux lancer la danse ou est-ce que tu veux parler d'autres joueurs? Sachant que finalement, bah, ce soir, je pense qu'on va pas taper sur Rabiot, qui a été intéressant Non, dans son travail très défensif, bon. par exemple. Donc là-dessus, il y aura un Très peu de bon variété. Ouais, très bon dans son travail défensif. Après, c'est pas forcément une surprise. Rabiot nous énerve surtout quand il a le ballon. Et d'ailleurs, il m'a un peu énervé sur son action à la fin en mettant beaucoup de temps pour se mettre en position de centrer, ce qui fait que le temps perdu fait que la défense allemande revient. Et du coup, derrière, par contre, le fait de tenter le tir, pourquoi pas, parce que la passe paraissait compliquée à ce moment-là. Mais sinon, oui, très très bon match de Rabiot sur le plan défensif. Je sais pas s'il a perdu un duel, j'ai un gros doute là-dessus. Il y a en tout cas 2 interceptions, 2 dégagements et 2 tacles réussis. Ce qui fait quand même déjà 6 interventions décisives. D'ailleurs, au passage, stats collective, mais c'est individuel. Les Français ont tenté 19 tacles ce soir. Combien en ont-ils réussi? 17. 14. 17, 14, 18. Il n'y a qu'un seul joueur qui a raté un tacle, qui a été dribblé, pour reprendre les statistiques d'Opta. C'est Lucas Hernandez. Sinon, même Lloris réussit un tacle, dites-vous. Il fait 1 sur 1. Pavard 5 sur 5. Varane 1 sur 1. Kimpembe 2 sur 2. Pogba 2 sur 2. Kanté 2 sur 2. Rabiot 2 sur 2. Benzema 1 sur 1. Et Lucas Hernandez 2 sur 3. Donc voilà, Lucas Hernandez ne jouera pas le prochain match. Mais sinon, oui, Rabiot, on a assez tapé dessus pour pouvoir dire quand il fait un très bon match comme ce soir, dans le rôle spécifique qui lui est donné dans l'équipe, où c'était, comme on l'a dit, le joueur sans doute le plus bas sur le terrain, côté français au milieu de terrain. Il faudrait voir d'ailleurs sur la passe map si ça se révèle aussi. Il a été bon comme il avait été bon contre le Portugal en fait. Il y a en novembre dernier. Ce qui est frustrant, c'est quand il est milieu entre lignes d'une équipe qui attaque sur attaque placée. C'est là qu'il est un peu plus pas inutile, mais bon, que sa fonction est pas forcément idéale pour lui. Mais là, c'est sûr que dans ces moments-là où il fallait gratter le ballon et derrière donner un peu de temps à ton équipe pour qu'elle sorte, lui, avec son volume et sa capacité à conserver le ballon, c'était plutôt pas mal. J'ai les statistiques de duel gagné, donc je vais vous les donner.
en commençant par le bas. Alors, il y a pas que ça, enfin, c'est-à-dire que là, le dernier, c'est Griezmann, 33% de duels gagnés sur 9, donc il en gagne 3. Après, c'est toujours pareil, il faut voir la gueule des duels, hein, évidemment. Ça se résume pas à ça. Mbappé et Kanté sont également à 33%, donc sur 6 pour Mbappé et 9 pour Kanté, donc du coup 2 et 3 à gagner. Et ensuite, on passe tous sur du positif, parce que les duels gagnés, c'est 60-40 pour la France. Pogba, qui a largement le record de duels disputés, puisqu'il en dispute 2 fois plus que tout le monde côté français, en gagne 61% sur 18. Mbappé en gagne 2 sur 3. Hernandez en gagne 6 sur 9. Kipembe, pareil, 4 sur 6. Et ensuite, on arrive sur le très haut du panier. Pavard gagne 77% de ses 9 duels et Rabiot, Varane, Lloris un peu à part, mais gagne 100% de duels. Donc Rabiot gagne ses 2 duels et Varane gagne ses 5 duels. Mais tout ça pour dire que, voilà, sur l'aspect duel, on va pas résumer le foot à ça, mais parfois ça peut quand même aider. La France était au-dessus de l'Allemagne qui manquait de calcium sur certains postes, n'est-ce pas, Raphaël? Ouais, ouais, non, après, il faut préciser que duel, entre la classification stade d'Opta et la notion classique de duel, il y a une grosse différence, hein. C'est pas que les duels, genre bagarre qui va gagner à l'épaule, quoi. Ça peut être éliminé par un dribble, ça peut être gagner un duel aérien, ça peut être récupérer un ballon dans les pieds. Ça comprend un peu tout Oui, de ça, toute quoi. façon, c'est C'est pas juste, subjectif, hein, cette donnée-là, c'est pas c'est pas juste anodin. va au duel, faut qu'on gagne, faut qu'on mette plus d'envie dans les duels. Mais c'est même pas de l'envie, parce que les Allemands avaient aussi envie, c'est juste que dans le terme d'explosivité et de différence de vitesse sur 5-10 mètres, Gundogan contre et Kroos contre les autres, c'était trop. Et c'est pareil un peu pour défensivement, il suffit de voir la course de Mbappé contre Hummels. Heureusement que le terrain fait que 100 mètres, parce que sinon, je pense que Hummels, il s'arrête en fait, il arrête de courir, ça sert à rien, je peux rien faire. Donc ça, c'est vrai que c'est un exemple de. On peut dire que l'Allemagne avait plus de supériorité numérique dans certaines zones, qu'ils étaient mieux placés, mais à partir du moment où un mec va plus vite sur le ballon que toi ou plus vite dans un espace, la notion d'égalité numérique ou supériorité numérique change beaucoup.